Ça, c'est l'intro. Voilà. Ça, c'est l'intro. Ça, c'est l'intro. Ça, c'est quand vous savez pas faire une intro. Quand vous savez pas faire une intro, vous faites pas une intro et on se retrouve aujourd'hui, du coup, dans un épisode. Du coup, on fait quand même une intro. Ouais, mais c'est pas méga, genre une intro. C'est pas en mode, c'est pas stressant. Du coup, je fais l'intro. Comme ça, t'es pas paniqué. Oui, mais du coup, c'est quand même une intro. Oui, mais au moins, c'est moi qui Bon, l'ai allez, fait. vas-y, commence. Ok, donc on se retrouve dans un épisode particulier puisque ce sera en même temps publié sur Nouveau CEO et en même temps publié sur Pause Laté. Tout à fait. Je suis avec Jessica. Jess. Je suis avec Tony. Et aujourd'hui, C'est une cata. on vous fait un épisode sur le studio qu'on a L'ouverture ouvert. de My Studio. Exact. Enfin, après des mois à bosser dessus et après des mois de cachotterie, Exact. on vous révèle tous les backstage. Oui, parce que c'est sorti il y a 3 jours de ça. On a reçu beaucoup de retours positifs, donc merci beaucoup. Et aussi, en même temps, beaucoup de questions sur le pourquoi du comment, combien ça coûte. On sait que ça intéresse beaucoup de personnes. Ouais, j'ai reçu au moins 50 questions, je pense. Voilà. Et on s'est dit qu'on allait faire un épisode complet dans lequel on va répondre à toutes ces questions. Ouais, j'ai fait des catégories parce qu'en fait, j'ai reçu tellement de questions. Je me suis dit que ce serait plus logique de faire des grosses catégories. Donc, il y a des questions sur l'idée, sur l'aspect financier, sur la stratégie globale, communication commerciale et juridique, logistique et des questions aussi par rapport au studio, au décor, Ok. au studio, Très au bien. lieu en lui-même, quoi. Très bien. Et ben, avant d'attaquer, si jamais vous souhaitez venir faire votre session, parce que oui, c'est l'instant promotion, Ça y est, ça commence. eh bien, il y a le Dès lien juste début. en dessous si vous voulez checker un peu tout ça. La DA aussi qui a été réalisée par Sarah, qui est très très belle et très sympa. On tourne actuellement dans les décors, donc ça vous donne une idée un peu de ce que ça rend. Le décor New York. Voilà, exact. Et il y en a 2 autres qui sont des décors solo et c'est bon. Instant promo terminé. peut Du démarrer. coup, on va commencer par l'idée, logique. Quand et comment avez-vous eu l'idée ? C'est qui répond? Je réponds. Vas-y, commence. L'idée, on l'a eu il y a un paquet de temps déjà, hein, je crois. Il y a un an, je pense vraiment l'idée en elle-même, Ouais. on l'a eu à peu près il y a un an. Un soupçon d'idée en mode ce serait cool de faire ça, tu vois. Ouais. On l'a eu à peu près il y a un an et en fait c'est marrant parce que moi je le vois comme ça, on a vraiment été les premiers clients de notre propre produit. En fait l'idée elle est venue pas en mode ah cool on ouvre un studio parce que c'est tendance ou parce que ça peut faire de l'argent ou je ne sais quoi, mais vraiment parce qu'en fait nous on bosse tous les deux à la maison. On a un bureau dédié dans lequel on a tous les deux un espace, enfin on a tous les deux nos bureaux dans la même pièce et en fait c'est sympa pour bosser sauf que quand moi je dois tourner un podcast ou une vidéo ou Jess doit tourner un podcast ou une vidéo ou ses formations ou quoi que ce soit, en fait c'est problématique parce qu'il y en a toujours un des deux qui doit sortir et tout et on s'est dit ce serait bien d'avoir un endroit dans lequel on puisse un peu tourner nos contenus, nos vidéos, nos formations directement. Il y avait rien à Montpellier. Ouais, il y avait rien à Montpellier. Il y avait rien dans le sud de manière générale. Les seuls endroits où on pouvait aller faire ça, donc louer un espace comme ça de podcast, un peu studio tournage, moi je l'ai fait 2 fois, c'était à Paris, donc très relou de monter à Paris pour aller tourner un truc. Et c'est un peu comme ça qu'est née l'idée à l'époque. C'est exactement ça. Et puis même moi, en fait, sur tous les studios de tournage, alors au-delà de l'aspect qu'il n'y en avait pas dans le sud, il y avait aussi aucun même studio de tournage dans lequel je me reconnaissais, parce qu'en fait, ça se voit qu'en général, ça a été, je pense, pensé par des mecs, parce que c'est vrai que les décors font très masculin, très sombre et tout. Et du coup, je voulais aussi apporter ma petite touche. Enfin, en fait, c'est vraiment parce que, oui, on en a eu besoin. Et aussi, on avait l'impression qu'il y avait un besoin. Ça, c'est la deuxième question. On me demande comment avez-vous compris qu'il y avait un besoin à Montpellier. Et on a aussi pas mal croisé de personnes en fait, qui sont entrepreneurs aussi, qui sont créateurs de contenu aussi, et qui avaient rien, qui avaient le même problème et qui avaient rien à Montpellier, et qui, pour beaucoup, en fait, faisaient les allers-retours sur Paris pour pouvoir enregistrer leurs podcasts, leurs vidéos YouTube, leurs Reels, tout ça. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas le faire nous-mêmes. Et c'est vrai que c'est encore plus simple quand t'es la cible, finalement, parce que tu connais vraiment les besoins plus facilement. Ouais, oui, parce que tu le construis, tu le construis pour toi. Vu que tu es ton premier client, ça te permet vraiment de répondre au mieux, parfaitement, j'allais dire, mais au mieux, en tout cas, à ce qu'il faut fournir, tu vois, en termes de micro, décor, machin. Et c'est aussi un constat qu'on a eu quand moi, je voulais tourner. C'est un truc que je me suis fait beaucoup de fois la réflexion quand je voulais tourner des ITV et que j'envoyais des messages à des gens qui étaient à 30 minutes d'ici ou à 1 heure d'ici, qu'on se disait
ah cool, bah faut qu'on tourne un truc, bah faut qu'on monte à Paris ensemble, alors qu'en fait, tu vois, on habitait juste à côté, c'est juste qu'il n'y avait pas de lieu et tout. Donc c'est un peu comme ça qu'est née l'idée. Ouais. Après, elle a mis quelques mois, je pense, à mûrir. On n'a pas tout de suite voulu le lancer, mais... Ouais, après... on y a quand même réfléchi un peu. Ouais. Oui, parce qu'on savait que c'était quand même déjà un sacré investissement financier. Ouais. Un type de business aussi qu'on ne connaît pas du tout, parce que nous, nos business sont 100% digitalisés. Donc là, c'est l'ouverture d'un lieu physique, quoi. Ouais. Donc forcément, ça méritait réflexion. Mais ouais, je dirais qu'en tout cas, sur l'idée, voilà, c'était on a vu qu'il y avait de la demande et on avait envie de se lancer par passion aussi, parce que c'est forcément quelque chose qui nous touche, la création de contenu, qui nous passionne depuis des années. Et je dirais aussi un autre truc qui est revenu, qui a un peu conforté cette idée-là, c'est que on avait aussi envie de voir autre chose justement que nos business digitalisés, de se diversifier encore plus. Je pense que pour nous deux, c'est important de se diversifier. Et on s'est dit, c'est peut-être aussi... on sait qu'on a des business qui sont très liés à nos images personnelles, qui sont très brandés, mais personnel brandés. Et on s'est dit, bien sûr qu'on va donner de la force en perso, entre guillemets, avec nos entreprises de formation à ce projet-là. Mais le but, c'est aussi de créer un business qui peut vivre tout seul et sans qu'on soit... vraiment, sur le côté formation, c'est très important au niveau de la pédagogie. On est nos entreprises. On peut pas être dissocié de ça. Et du coup, c'était aussi cette idée d'avoir un business comme ça, vraiment, qui peut se nourrir tout seul, qui peut tourner tout seul. Après quoi. Il y avait un croisement de plein de trucs. Et... En fait, au début, l'idée est venue. Et après, on a eu des confirmations avec le fait qu'on voulait un business un peu qui n'était pas brandé. Il y a aussi, je trouve, le fait qu'on crée une activité, le studio là, qui vient en fait... qui vient servir et compléter ce qu'on fait déjà. Ouais, de ouf. Parce que c'est pas un truc où on repart de zéro, parce que c'est une clientèle qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait, alors que là, en fait, c'est méga complémentaire. On a plein de personnes qu'on connaît qui sont intéressées, des clients à nous peuvent aussi être intéressés. Donc c'est vrai que tu crées ce truc complémentaire où au final, même si c'est un nouveau business, déjà de par l'audience que tu as, tu redémarres pas de zéro, mais aussi parce que en fait, les clients que tu as en formation, c'est très bien. C'est des clients qui peuvent aussi venir au studio, quoi. Oui, c'est pas complètement déconnant, quoi. C'est pas comme si on se lançait, dans la création d'une boîte de nuit, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça que c'est venu. Et ouais, en fait, il y en a plein qui nous ont dit, je sais pas si t'as vu là dans les commentaires, qui nous ont dit, mais en fait, c'est tellement logique quand j'y pense. Genre, ça a pas du tout étonné les gens, parce que c'est vrai que c'est hyper dans la continuité de ce qu'on fait déjà, de la mission qu'on a déjà. Et voilà, il y avait ça, et il y en avait plein aussi qui pensaient coworking. Ouais. Et en vrai, ça aurait pu aussi être le cas. Ouais, c'est une idée qu'on avait déjà eue, mais je sais pas, là, ce projet, il nous avait pas encore plus. Ouais. Et je trouve que c'est encore plus... Et puis en plus, c'est singulier. À Montpellier, il n'y en a pas, donc, alors que des coworking, il y en a plein. Donc on trouvait ça intéressant. Ensuite, pourquoi avoir choisi Montpellier ? Bon, ça fait facile. Hein. La capitale du Sud. C'est parce qu'on y habite. J'y habite, je suis Oui, bon, je suis venu me greffer, mais maintenant j'y habite, donc... Toi, t'es un Savoyard. Mais ouais, non, logique, parce qu'on y habite, et parce que... En vrai, en plus, Montpellier, quand j'y pense, c'est quand même assez accessible en train. Et c'est au milieu du sud de la France. Mais dans tous les cas, oui, c'est parce qu'on y habite. Oui, voilà. C'était plus simple pour nous. Si on habitait à Toulouse, je l'aurais ouvert à Toulouse, quoi. Voilà. Mais après, c'est vrai que... Il y en a plein qui ont parlé de Toulouse, en plus. Parce que c'est pas très loin, mais c'est vrai qu'il y a ce côté où, en fait, même si à terme, c'est un business qu'on va déléguer, on en reparlera, ça, mais ouais. Faut pas ignorer qu'au début, tu dois y être, tu dois être présent, tu dois regarder comment ça tourne, tu dois créer les process. Donc, si tu ouvres un studio même à 1 heure de route d'ici, merci, tu vois, tous les jours, il faut faire la route et tout. Là, c'est juste à côté, donc il y a un peu ce truc-là. Et après, là où on a eu les alignements, comme tu dis, c'est qu'on habite à Montpellier. Et en fait, la chance qu'on a, c'est que tu as beaucoup de startups à Montpellier, tu as un écosystème. Il y a au final pas mal d'entrepreneurs et de créateurs de contenu. Donc en fait, c'est un bon spot, c'est accessible un peu de partout en France, tu vois. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Ouais. Ensuite, du coup, quelle est la mission de My Studio et quelle est la cible ? Bon, on a déjà un peu parlé au niveau de la cible, mais on peut compléter, je pense. C'est moi là. Okay. Je donne la question. La patate chaude là. Ouais, de ouf. La cible, c'est finalement toutes les personnes qui veulent utiliser la création de contenu, qui veulent créer du contenu vidéo pour faire porter un projet. Donc nous, on rentre dans la catégorie entrepreneur, mais ça peut être un créateur de contenu, ça peut être un influenceur, ça peut être une marque, ça peut être finalement n'importe quel profil, tu vois. Et en fait, on vient aider les gens qui
veulent faire porter un message avec le contenu vidéo, mais qui n'ont ni l'espace de le faire chez eux, comme moi avant, ou nous avant, quand on avait un petit appart, tu peux pas installer des caméras, des machins partout, qui donc n'ont ni l'espace ni le matos, parce que ça coûte extrêmement cher, on va revenir dessus, et ni les compétences. Parce qu'avoir le matos, c'est bien, mais si tu sais pas comment gérer le son, la lumière, le machin, l'image, etc., en fait, c'est pour permettre à ces gens-là d'avoir du contenu pro sans se prendre la tête avec tous ces trucs-là. Ouais. Donc, je sais pas si c'est ça, c'est créer du contenu vidéo. Alors, on va pas, ça change pas le fait que vous pouvez créer du contenu sans avoir de matériel professionnel et avoir des bons résultats, mais c'est vrai que quand même, ça change la donne aussi. Ça a encore plus d'impact en fait quand le setup est sympa, quoi. Et ça permet aussi, comme tu dis, sans avoir de matos parce que ça coûte très cher, et sans avoir les compétences, parce que comme tu dis, c'est pas juste aussi le matos, c'est une question, voilà, j'achète ça, machin. C'est aussi des vraies compétences, en fait, de savoir placer notamment les lumières, etc., de jouer avec les espaces. Donc c'est vraiment tout ça, et c'est vraiment se dire, par exemple... Parce qu'il y a aussi ce truc de... moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent je sais pas comment m'organiser, les riches, je tourne au fur et à mesure, etc. Là, c'est vraiment cette idée de dédier un créneau, en fait, dans son agenda, de façon récurrente, de façon mensuelle, et te dire, j'ai 1 heure, je prends 1 heure, je prends 2 heures pour créer du contenu, pour créer tous mes shorts, pour créer tous mes reels, pour créer tous mes TikTok, pour créer... toutes mes vidéos YouTube, tous mes podcasts vidéo, sachant qu'on peut aussi faire d'une pierre deux coups. Par exemple, si tu tournes un podcast vidéo, après tu peux en extraire des shorts aussi. C'est aussi une option qu'on propose. Donc c'est vraiment cette idée de créer du très bon contenu, de qualité professionnelle, de pouvoir partager ses convictions. Et c'était vraiment, nous, notre mission, c'est ça, c'est d'aider les entrepreneurs à prendre plus facilement la parole et avoir un espace dédié pour le faire de la bonne façon, quoi. C'est répondre à ce que nous, on avait besoin. Exactement. Je pense à une époque. Ensuite, comment savoir si un lieu physique va marcher ? J'aimerais ouvrir un concept store. Oui. Oui, on peut pas encore... J'y vais encore ? Moi, je peux répondre. En fait, je pense que tu peux jamais être sûr à 100%. Ouais. Genre, tu peux mettre toutes les chances de ton côté. Tu peux vraiment faire les choses au mieux, travailler à fond, etc., prendre les bons prestataires. Il y a aussi, bien sûr, des bons signes. Par exemple, nous, on n'a pas fait non plus d'études de marché et tout, mais c'est vrai que dans nos conversations, dans les relations qu'on peut avoir, dans les entrepreneurs qu'on a rencontrés, on a vu qu'il y avait un vrai besoin. Donc forcément, ça rassure. Et donc, c'est une indication que le marché est mature et qu'il y a quelque chose à faire. Mais tu pourras jamais être sûr. Et je pense que quand tu es entrepreneur, en fait, peu importe le projet que tu veux lancer, moi, j'ai jamais connu aucun entrepreneur qui m'a dit « mais quand j'ai commencé, c'était sûr à 300% que ça réussisse » ou en tout cas, pas avec une date en mode... C'est toujours un risque à prendre, en fait. Et tu peux pas lancer un projet sans prendre de risques et tu auras toujours ce doute-là, mais... Ouais, et justement, je pense que ce qu'il faut surtout pas faire, ce qu'il faut faire plutôt, c'est calculer son risque. Parce que nous, c'est ce qu'on a fait quand les gens, quand on parle du projet au début et qu'il y a forcément cette question qui revient sur la table en mode ah ouais, mais vous avez regardé si ça va marcher, nanana, etc. Et en fait, on peut pas savoir si ça va marcher. Par contre, on a calculé notre risque. C'est-à-dire que on sait parce que on a signé un bon bail, parce que on a 6 mois de préavis, etc. On sait que en gros, dans le projet, si jamais pour X, Y raison, c'est pas le bon marché, c'est pas le bon moment, on s'est loupé totalement, ce qui est pas impossible, tu vois, on sait jamais vraiment. En fait, on sait qu'on va perdre maximum tant d'argent. Et en gros, la question maintenant, c'est plus est-ce que ça va pas marcher, machin. C'est est-ce que je suis prêt à perdre tant d'argent pour potentiellement gagner tant d'argent ou avoir un projet qui marche ou peu importe. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire dans un concept store ou dans n'importe quoi, c'est calculer un peu le risque qu'on prend financièrement. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'en parler parce que souvent on parle de service, tu sais, coaching, machin, et tu n'as pas vraiment de risque financier. Tu n'as pas vraiment d'investissement financier à la base. C'est plutôt un truc temporel, mais quand tu as un investissement financier, il faut juste le calculer et savoir si on est OK avec la perte ou pas. Et nous, on était 100% OK avec ça. Voilà, c'est une très bonne réponse. Justement, en parlant, ça me fait la passe des vers... Ah non, il y avait une autre question aussi par rapport à l'idée. Combien de temps justement entre l'idée et le lancement ? Ça a pris un peu de retard. Ça a pris un peu de retard. On a eu quoi, 2 mois, 1 mois de retard, 1 mois et demi de retard sur le lancement officiel. Beaucoup plus. On devait lancer en mi-avril.
Et on a lancé fin juin. Ouais, mi-avril, c'était vraiment le truc de tout de base, vraiment au tout début. Et en fait, après, on a décalé de mi-avril à mai, à début mai. Après début mai, on s'est dit mi-mai. Nous, en fait, on pensait que quand on ouvrirait clé, ça y est, une semaine après, on ouvrirait, sauf que pas du tout. En fait, on a eu pas mal de... C'est bien aussi d'en parler, parce qu'on a eu quand même pas mal de... En fait, on a eu deux choses. On a eu un manque de connaissance de certains éléments, donc par exemple le dépôt de marque, etc. C'est des trucs qu'on pensait qu'en 2 jours c'était déposé et que tout allait rouler, mais en fait non. Il y a 6 semaines de entre guillemets préavis, savoir si la marque est déposée ou pas, machin. Donc il y a juste ces 6 semaines-là, déjà, ça nous a bouffé, enfin ça nous a décalé notre truc. La création de la société, création de la société, on a eu... Parce qu'en fait, il y a des choses, par exemple, si t'as pas créé juridiquement ta société, ça veut dire que dans tous les cas, tu peux pas encore lancer le truc parce que t'as pas ton compte bancaire. Parce que pour, t'as pas ton compte bancaire, oui. Pour le compte bancaire, du coup, il faut que les statuts... Il faut l'extrait cabis. Donc déjà, rien que ça nous a fait prendre beaucoup de retard. Il y a eu aussi, c'est bête, mais les meubles, enfin... Nous, on pensait qu'on allait cliquer sur recommander le meuble et qu'il allait arriver dans 2 jours. Pas du tout. Par exemple, pour ces beaux fauteuils là qu'on a achetés, il y a eu genre 2 mois de fabrication et d'envoi. Donc, c'est plein de petites choses comme ça qui nous ont fait prendre du retard. Ouais, parce qu'au début, tu te dis, même un peu la déco et tout, tu te dis, c'est simple, il y a juste à faire ça, et puis ça, et puis... En une semaine, c'est fini. Toujours. Et puis après, tu te rends compte qu'en fait, dans les plans, non, ça va pas du tout, il faut changer le truc, faut machin. Et avec même le matos, tu vois, tu commandes du matos, et puis tu mets le setup en place, puis tu te dis, non, mais en fait, ça, il manque ça, là, il manque ça. Les câbles, ça va pas. Les câbles, ça va pas, machin. On a acheté 50 000 câbles différents, de tailles différentes, etc. Non, mais c'est vrai, c'est un lieu physique, quoi, donc c'est complètement différent, encore une fois, de... je lance ma prestation de service en ligne, ça n'a rien à voir. Par contre, bizarrement, là où on a eu de la chance, pour le coup, c'est qu'on a trouvé un local extrêmement vite. Ouais. On a fait 2 visites, et la deuxième, c'était la bonne. Ouais, ça, on y reviendra après. Ah, ok. Ça marche. Je tease... Du coup, par rapport à l'aspect financier, donc haute catégorie, première question, quel a été l'investissement total et dans quoi ? Ok, du coup, je suis allé chercher le tableau, parce qu'on tient les comptes ici, pour être précis. On est précis. Depuis le début, on a dépensé 23 560 € à l'heure où on fait ce podcast. À noter que dans ces dépenses-là, il y a une partie, il y a à peu près 3-4 000 € qui sont immobilisés pour le local, entre le dépôt de garantie puis l'argent au début des premiers mois de location. Parce que ça, c'est aussi une question, du coup, on peut y répondre maintenant, parce que du coup, ça fait sens là avec l'investissement. Il y en a beaucoup qui nous ont demandé, est-ce que c'est une location ou un achat ? Du coup, je pense que vous voyez à la somme investie que c'est une location. Exactement. Parce que Montpellier, ça coûte très cher. Donc, si on achetait un local, ça coûterait certainement pas ce montant-là. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas acheté ? Parce que c'est vrai qu'on y a pensé, en toute honnêteté. Mais on y a beaucoup pensé. Mais on n'a pas acheté parce que l'idée, c'est que ce projet, pour minimiser les risques, on s'est dit que c'est mieux de louer. Et si jamais un jour ça marche extrêmement bien, à ce moment-là, on achètera, on déménagera à côté, on prendra peut-être plus grand aussi pour avoir plus d'espace, machin. Mais en fait, c'est un projet pour plus tard. Mais c'est juste qu'on s'est dit, on lance vraiment le truc en mode MVP. Ouais. On sait aussi qu'en vrai, quand t'achètes, ça prend encore plus de temps. Là, le temps que t'ailles chez le notaire et tout. Un mois après, on était dedans. Ouais, là, c'était très, très simple en termes de... Franchement, le local, on l'a visité, on a signé, on a eu les clés directes, quoi. Donc, c'était vraiment aussi ce truc de facilité et de lancer ça vraiment en mode MVP. C'est ça. Du coup, c'est la raison pour laquelle on a peu en fait de dépenses, enfin aussi peu entre guillemets de dépenses au niveau du local. Et après le reste, donc il y a presque 19 000 € à peu près de matériel entre les caméras, il y a une grosse partie évidemment caméra objectif. Oui, parce que ça coûte très cher. Ouais, donc il y a à peu près, que je dise pas de bêtises, juste les caméras c'est 7 500 €. Et encore, il y en a une que tu avais déjà. Oui. Du coup, c'est moins, c'est 5 000 € de caméra. Donc, en fait, la mienne, j'ai mis en apport, mais en gros, c'est 7 500 € si tu prends tout. En gros, c'est à peu près 3 000... non, 2005 à peu près. 2005, et après, caméra objectif. Caméra objectif, ok. Et après, on peut pas rentrer dans toutes les lignes parce qu'en fait, il y a tellement de trucs. Tu vois, il y a les lumières à puture, c'est pareil, c'est 300 ou 400 € la lumière. Après, tu as les fauteuils, tu as le roadcaster. Tous les micros, pareil. Les trépieds. Le micro, tous les trépieds. On a beaucoup de trépieds aussi, histoire de ne pas avoir à changer de place à chaque fois les endroits. Il y a l'ordinateur pour l'opérateur. Enfin bref. Et on voulait pas lésigner là-dessus. Oui, genre vraiment, on a acheté du matériel de très haute qualité, ce qui se fait de meilleur sur le marché.
Et on voulait vraiment pas, parce que pour nous, c'est la base. T'ouvres un studio de tournage vidéo, c'est pas pour avoir des trépieds à moitié banco, pour avoir un micro moyen, des caméras moyennes, etc. Donc ça, c'était très important pour nous. En gros, si tu veux ouvrir un studio comme ça, juste en matos, pour avoir les espaces que nous, on a, c'est à peu près... Sachant qu'on a 3 décors, du coup. C'est ça, c'est à peu près 20 000 € de dépenses. Et avec la déco aussi, l'ameublement. Voilà, c'est ça. Mais ça, pareil, on voulait pas non plus prendre le moins cher. Enfin, on voulait pas aller chez Ikea et acheter des fauteuils. Les fauteuils. Parce que moi, je suis un peu toquée aussi de ça. Donc, j'ai vraiment tout comparé, tout regardé. Et je voulais vraiment que visuellement, ça fasse très qualitatif, que ce soit pas les trucs que tu allais acheter au moins cher possible. Ouais, il fallait aussi que ce soit confort. Et après, il y a eu les prestats aussi. Oui, voilà, c'est ça. Oui, voilà. Et compris dedans. Dans le budget, il y a eu aussi la partie prestation. Donc la DA et le site internet. Oui, que moi je compte en fait dans le enfin c'est pas du matos, mais je compte dans l'ouverture du projet parce que t'ouvres un studio comme ça, tu peux pas avoir, t'es obligé d'avoir un site internet, tu vois. Ouais, donc et puis surtout qu'on voulait aussi que ce soit fait. La DA, moi j'aurais pu la faire moi, mais je voulais vraiment. J'avais quelque chose de très précis en tête, mais Sarah, elle est graphiste et elle a fait 1000 fois mieux que moi, logique. Mais voilà, on m'a demandé aussi, avez-vous pris quelqu'un pour les travaux? Donc non. Après, maintenant, avec les achats immobiliers qu'on a fait avant et même mon frère, on est quand même assez rodé à ce niveau-là. Ouais, mais tu vois, c'est des trucs bêtes, mais on a fait nous-mêmes alors qu'on aurait pu le déléguer, mais en mode MVP, on a quand même préféré le faire nous. Tu vois, par exemple, le mur là, c'est, je sais même plus comment ça s'appelle, ce mur-là. On a foutu des plaques de placo et on a peint dessus. Ouais, mais c'est quoi le genre de peinture là? C'est genre. C'est un peu genre de l'enduit, un peu béton, effet béton. Voilà, et donc même pour le néon, c'est un truc bête, mais moi je voulais pas qu'il y ait un fil qui dépasse, donc forcément on a fait une saignée, je crois qu'on dit ça comme ça. On a fait une saignée, après on a recouvert, on s'est quand même. Il y a quelques petits trucs. Ça, on l'a géré, nous-mêmes, quoi. Ouais. Ensuite, avez-vous fait des partenariats ou sponsors avec marques pour les meubles équipements? Non. On a vraiment tout acheté nous-mêmes. On n'est pas encore sponsorisé par Sony, malheureusement. Non, j'aimerais bien. Après, on n'a pas demandé. Mais ouais, non, on a acheté tout nous-mêmes. Après, je trouve qu'en plus, à ce niveau-là, il y a des vrais débats il y a un vrai débat. Souvent, après, je dis pas que c'est toujours le cas, mais souvent, quand on te demande, quand quelqu'un collabore avec toi, c'est souvent en contrepartie de quelque chose, tu vois. Donc, je te dis pas. Et du coup, est-ce qu'on voulait perdre un peu en liberté pour ça alors qu'on avait les finances, tu vois? Bon, je sais même pas si je l'aurais fait. Je sais pas. Si Sony nous avait demandé, peut-être qu'il nous aurait dit, derrière, vous mettez une banderole Sony, tu vois? Ah oui, non, mais... tu vois ce que je veux dire? Et du coup, après, mais c'est vrai que on n'en avait pas spécialement besoin. Non, mais en vrai, on n'y a même pas pensé. Et donc, on me demande, est-ce que les banques ont compris votre projet? On n'a pas fait de prêt bancaire, c'est tout de l'autofinancement. Oui. Et pour être plus précise, mais... Du coup, ça fait aussi le lien vers la prochaine catégorie qui est l'aspect plus juridique. Okay. En fait, on a investi avec nos sociétés. Ouais. Donc, voilà, c'est un montage fiscal. Oui, c'est pas en gros, c'est pas un montage particulier, mais tu mets l'argent en compte courant d'associés. Oui, non, mais c'est juste que les associés, c'est pas nous en nom perso, c'est nos sociétés. Ouais. Genre là, dans les statuts de la boîte, on est 3, du coup, ça fait vraiment le lien, parce qu'on m'a demandé aussi combien est-ce que vous êtes sur le projet. On est 3, donc il y a Tony, il y a moi et il y a mon frère. Mon frère est associé à son nom perso, et nous, on est associés avec moi, JDP Biz, et toi, Neves Prod, nos sociétés, parce que ça permet de faire circuler plus facilement l'argent. Donc voilà, c'est de l'optimisation fiscale, et c'était intéressant aussi pour nous de monter ça comme ça. Oui, parce que en fait, oui, à partir du moment où tu as une boîte d'exploitation qui fait déjà de l'argent et que tu te payes avec, il n'y a pas nécessité d'avoir une seconde boîte d'exploitation avec laquelle tu vas te payer, quoi. Donc, en gros, nous l'idée, c'est qu'avec MyStudio, on n'a pas besoin de se sortir de l'argent à titre perso, puisqu'on a déjà des sociétés qui font de l'exploitation qui le font. Donc, ça aussi, on peut peut-être en parler maintenant, parce que après j'ai une question aussi sur l'ambition et le futur de MyStudio, okay. Mais l'objectif, c'est pas de nous rémunérer maintenant avec MyStudio, pas du tout. Les bénéfices qu'on va faire, déjà, je pense qu'on va les réinvestir. Le but, on va pas les utiliser à moyen terme, court ou moyen terme, pas du tout. On va rien sortir avec ça pour le moment. C'est vraiment un investissement long terme, et voilà, on se rémunère déjà avec nos activités principales, donc c'est pas du tout, en tout cas, le sujet d'aujourd'hui. Justement, du coup, quelles sont les missions de chacun, vu qu'on est plusieurs? Ok. Alors, à court terme, parce que
l'idéal, c'est qu'à long terme, enfin moyen-long terme, ce soit 100% délégué. Même si c'est jamais 100% délégué, tu vois, tu es obligé toujours de manager un peu. Mais aujourd'hui, à l'heure où on lance, parce que ce qu'on disait précédemment, il y a un peu toujours quelques semaines où tu dois créer les process, tu dois être sur place, tu vois, tu peux pas faire autrement. Donc moi et Teddy, non, enfin oui, si moi et Teddy, on fait la partie opérationnelle, plus moi. Donc quand je dis la partie opérationnelle, c'est sur place, au niveau de l'accueil, l'installation des clients, la mise en place du setup, parce que c'est moi qui gère ça en fait. Tout ce qui est caméra, lumière, son, etc. C'est moi qui fais tout, les raccordements, l'installation du setup et tout, parce que c'est ce que je fais depuis longtemps. Parce que justement, c'était une des questions, c'était quel est le rôle de l'opérateur sur place. Ah, ok. Donc, c'est... J'y réponds maintenant. Ouais, bah, du coup, c'est ce que tu viens de dire plus c'est ou ça, moins. Quoi. En gros, le rôle de... Donc, moi, à court terme, en fait, c'est ça, je vais faire le rôle de l'opérateur. Et en fait, le rôle de l'opérateur sur place, c'est d'accueillir les clients et de leur installer le setup. Ça peut paraître anodin comme ça, mais en fait, c'est important de connaître un peu les réglages de base d'une caméra, de savoir installer la lumière, le machin, savoir lancer les logiciels et tout. De s'assurer que ça enregistre bien. Voilà, c'est ça. Parce que, on a vite fait de mettre trop d'ISO et que l'image soit cramée. Oui, et en fait, on perd 3 heures de tournage. Quoi. Oui, et puis le but, c'est que les gens, ils arrivent et qu'ils aient rien à faire. Ils aient juste à s'installer et pas à faire tous les réglages. Quoi. Ouais, c'est ça. L'opérateur, il gère tout pour que la personne, elle s'assoit, elle parle, elle a même pas besoin d'appuyer sur un seul bouton. Elle fait absolument rien. Et en même temps, l'opérateur est quand même dans un bureau à part. Oui. Parce que c'est vrai que ça peut être intimidant, tu sais, si tu te dis l'opérateur, il est genre juste dans la même pièce que toi et tout. Non, il est vraiment dans une pièce à part, mais en fait, il intervient au début et à la fin de la session. Et si après, bien sûr que si besoin, il y a, on peut aussi aller le voir dans son bureau et lui demander. Voilà. Donc ça, moi, c'est ce que je vais faire au début. Parce que justement, le temps de faire la main. Et après, l'idée, c'est de recruter quelqu'un à ce poste. Sauf qu'avant de recruter, faut créer les process, faut voir les caméras, quel angle on met, quel zoom on met, les ISO, comment on les règle, etc. Et une fois que la personne est formée, le but, c'est que moi, je me retire. Teddy va faire aussi une partie d'opération, donc va faire aussi un peu l'opérateur. Et lui aussi va s'occuper de la partie commerciale. Il va aller serrer des mains, se présenter le projet. Exact. Voilà, quelque chose. Enfin, lui de base il est commercial, donc en fait c'est complètement son métier. C'est quelque chose qu'il adore faire. Nous un peu moins, nous on a complètement d'autres compétences, beaucoup moins. C'est beaucoup moins notre dada. Donc toi c'est vrai, c'est plus sur le côté aussi technique. Et moi forcément, ça va être la com. Je vais de revenir CM, donc community manager. Donc c'est moi qui vais gérer les réseaux. Donc vraiment toute la partie communication digitale, création de contenu, tout ça, modération sur les réseaux, quoi. Et à terme, l'idée c'est quand même que... Et à terme, c'est quand même aussi de le déléguer. Ouais. Bien sûr, à terme, mais quand on dit à terme, c'est très vite terme. C'est très court. Après, moi, dans tous les cas, je veux aussi donner l'impulsion, tu vois, de la communication. Ouais, mais ça, c'est ma spécialité et je veux vraiment prendre, que ce soit mes directives au départ, etc. Enfin, vraiment mon impulsion. Et ensuite, que quelqu'un prenne la main d'ici 1 mois, 2 mois, déléguer cette partie-là. Et aussi, bien sûr, prendre des opérateurs qui se relayeront pour s'occuper des enregistrements des sessions. Quelles ont été les étapes administratives? Pour créer le studio, au début, tu as l'idée. Une fois que tu as l'idée et que tu veux lancer le projet, la première chose qu'on a dû faire, en fait, c'est valider déjà. Et c'est pour ça aussi que ça a pris un peu de retard. C'est parce qu'en fait, il y a des choses que tu es obligé de faire dans l'ordre. Bah oui. Donc, la première chose qu'on a dû faire, c'est définir le nom de la marque. C'était une évidence. Et créer la marque. C'était une évidence, mais on y a quand même un peu réfléchi. Ouais, on avait 2 possibilités, mais ces 2 possibilités sont très vite venues. On n'a pas passé 1000 ans à réfléchir à la marque. Ouais, ce qui est long, en fait, c'est qu'il faut déposer la marque. Ça, c'est pas très long. Le problème, c'est qu'une fois que la marque est déposée, il faut qu'elle soit validée, qu'il n'y ait personne qui puisse la contester. Et en fait, mine de rien, ça laisse un laps de temps de plusieurs semaines. Et en fait, entre-temps, du coup, ça met un peu tout en pause. Parce que, c'est pas que ça met tout en pause, mais par exemple, le site internet, du coup, quel nom tu mets parce que... L'ADA, c'est pareil. Le logo, comment tu fais si le nom, il n'est pas encore validé. Donc, c'est ça. C'est des trucs bêtes, mais en termes de timing, du coup, ça allonge à chaque fois. Franchement, du coup, c'est la première fois qu'on faisait ça, mais si on avait su, dès qu'on a eu l'idée, on aurait déposé la marque jour 1, quoi. Parce qu'en fait, t'attends que tout soit prêt pour déposer la marque et au final, ça te rallonge tout. Ensuite, création de la société. Donc, dépôt de marque. Qui a pris beaucoup, beaucoup de temps. Ouais, création de la société qui a pris beaucoup de temps.
Non, avant la création de la société, on avait la recherche du studio, enfin du local. Ah oui. Ouais, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ça s'est fait extrêmement vite. Et après, ça, c'est un truc aussi qu'il faut noter. C'est que nous, quand on a cherché le local, on a cherché un bail professionnel. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, moi, j'ai fait l'erreur dans le passé qui m'a coûté assez cher. Ouais, c'est important que tu le dises de ouf. C'est qu'en fait, quand vous voulez louer des locaux professionnels ou des bureaux, en général, il y en a peut-être plus, je pense, mais il y a 2 types de bails communs. Le premier, c'est le bail professionnel. C'est celui que nous, on a. C'est un bail, en fait, qui, pour le propriétaire, l'engage sur 6 ans de mémoire. Mais pour nous, en tant que locataire, nous engage aussi sur 6 ans, mais avec un préavis de 6 mois si on veut quitter jamais le local. Ce qui est bien, parce que comme ça, nous, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a calculé notre risque. Le risque, c'est que ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, on met notre préavis. Au bout de 6 mois, on part. Oui, et puis même, si on veut du coup acheter des locaux, c'est pareil. Oui, voilà, on n'est pas engagé. Oui, c'est ça, il y a aussi ce truc où, en fait, vous êtes engagé maximum sur 6 mois. L'autre type de bail qui est très, très utilisé, beaucoup plus qu'on le pense, c'est le bail 369. C'est celui que moi j'avais quand j'avais pris des bureaux à l'époque. Où en fait, le bail 369, vous êtes engagé en tant que locataire sur 9 ans avec une possibilité de sortie tous les 3 ans. Et ça veut dire que si demain vous signez un bail 369, en 2024, eh ben, vous ne pourrez pas sortir du studio, du local, pour quelle raison qu'il soit, avant 3 ans. Et même si vous déménagez, même si vous... peu importe, il n'y a aucune raison. La seule raison aussi valable, c'est de faire faillite. Donc c'est quelque chose qui pose quand même problème. Ça veut dire qu'en fait, tu es engagé sur 3 ans, tu peux pas partir si jamais ça marche pas, tu peux pas partir si jamais tu as envie de changer et tout. Et donc nous, on s'était dit direct qu'on voulait un truc, un bail professionnel, pour justement pouvoir nous libérer si jamais on a envie de nous libérer, quoi. Ouais. Et ça fait partie aussi de l'administratif, le temps de signer, visite, contre-visite, etc. Et une fois qu'on a fait ça, société, et puis après, il y avait toute la partie... après, administrativement, c'était tout. Hein. Ouais, c'est déjà pas mal. Oui. Mais ouais, c'est tout. INPI, création de la société, donc légale. Après, oui, non, c'est pas des étapes administratives. Après, c'est plus sur la strate de com et commerciale, mais ça, on va y revenir. Après, ouais, il y a tous les trucs... Au niveau plus de la logistique, on me dit, est-ce un frein pour vos voyages? Allez-vous embaucher, CDI, freelance, etc. Vas-y. C'est un frein pour nos voyages. Alors, à court terme, oui, parce qu'on veut porter le projet. Donc, forcément, on ne va pas la bouger dans les 2, 3, 4 mois qui arrivent. Maintenant, encore une fois, comme on a cette volonté de déléguer assez rapidement, d'ici, je dirais, horizon 2 mois, ce ne sera pas un frein. Voilà, à partir de novembre-décembre, on prévoit même d'aller à Bali pour quelques mois. Donc voilà, normalement, ça ne devrait pas poser problème. Et on souhaite du coup embaucher, mais pas en CDI. Vraiment des freelances. Donc pour l'opérateur, ce sera des personnes en freelance. Et pour l'ECM, ce sera aussi quelqu'un en freelance. Ouais. Voilà, c'est plus flexible, ça arrange tout le monde. Nous, on aime bosser avec des freelances, c'est toujours ce qu'on a fait. Le CDI, c'est un vrai débat, un vrai sujet. Ouais. Pareil, de questionnement sur les possibilités. C'est beaucoup plus engageant. Et puis même... je pense, en tout cas, pour nous, ça a été une évidence de penser à des freelances et on a déjà des personnes. Ça, parce que je sais on m'a déjà posé, du coup, est-ce que vous recherchez des monteurs, des machins, des trucs? Dans tous les cas, si on a des besoins, on communiquera dessus. Oui. Et aussi, nous, on fonctionne beaucoup au bouche à oreille. On a déjà des personnes qui sont intéressées pour faire le job d'opérateur sur place. Pareil pour le montage. Donc, pour l'instant, on n'a pas. Nous envoyez pas vos CV pour l'instant. C'est pas d'actualité. Mais en temps et en heure, si on a besoin, de toute façon, on communiquera dessus. Ensuite, du coup, par rapport au studio, au lieu en lui-même, on m'a dit comment avez-vous déterminé la localisation du studio? Vraiment intéressant. Comment on l'a déterminé? En fait, on l'a déterminé un peu, pas un peu par hasard, mais en fait, ça dépend déjà des locaux que tu trouves. Parce que, en fait, dans l'idéal, tu peux dire je veux un truc ici, mais s'il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de bureau à louer, c'est compliqué. Et en fait, celui qu'on a actuellement, là, on l'a trouvé parfait parce que il est accessible facilement. En fait, ouais, on voulait vraiment qu'il soit accessible facilement, que ce soit pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un tram à 5 minutes à pied, un arrêt de tram à 5 minutes à pied. Il y a un parking gratuit.
ce qui devient de plus en plus rare sur Montpellier, et où il y a toujours de la place. Donc vraiment, ça, c'est pas une galère pour se garer. Ouais. C'est juste à côté d'une sortie d'autoroute aussi, pour les gens qui viennent, je sais pas moi, de Toulouse, de Marseille, enfin vraiment peu importe d'où, c'est très facilement accessible. En fait, on voulait pas que ce soit au centre-ville de Montpellier, parce que le centre-ville de Montpellier, pour ceux qui connaissent, c'est une galère sans nom maintenant, en fait, par exemple quand t'es en voiture. Donc voilà, on voulait que ce soit très simple d'accès, et c'est dans un très bon quartier à Montpellier. C'est entre Montpellier et Latte, en fait, pour ceux qui connaissent, c'est pas loin du marché du Lez. Et du coup, c'est un endroit qui est stratégique, je trouve. Parce que notre deal, c'était quand même de se dire, ok, pour la personne qui loue, mettons, 1 heure pour venir tourner, si tu fais, si pour louer 1 heure, tu tapes 45 minutes aller, 45 minutes retour avec les bouchons, le centre-ville, te garer dans le parking et tout machin, c'est galère, tu vois. Là, tu loues 1 heure, bah, en fait, tu mets 2 minutes à te garer, il n'y a pas de bouchon, il n'y a rien, il n'y a jamais de problème, et tu mets 2 minutes à repartir. C'était le plus important pour nous de la Donc, localisation. Même en termes d'optimisation du temps pour les gens qui viennent, c'était un truc, très important pour nous aussi. Combien de mètres carrés fait My Studio ? Je veux dire une connerie, je crois. Pareil, j'allais dire, je sais pas, non mais à peu près, je crois que il fait 69 de mémoire. 70, ouais, quelque chose comme ça, donc c'est quand même... 70, à noter que dans les 70, il y a à peu près peut-être 15-17 mètres carrés qui sont, la pièce de l'opérateur. Et après, le reste, ça reste que les 3 espaces de tournage, les 2 solos et le duo, pardon. Et c'est vrai que sur le papier, ça fait grand. Ce qui est grand, hein. Mais en fait, quand on met tout, quand on installe tout, le matos, etc., c'est vrai que le matos prend pas mal de place. Donc, en vrai, fallait pas non plus, pour nous, les espaces qu'on a, 3 espaces, fallait pas non plus petit que ça, en termes d'espace. Ouais. Les 3 pièces, justement, sont-elles bien insonorisées pour que les 3 fonctionnent en même temps ? Alors, justement, elles ne fonctionnent pas en même temps. Ouais. Alors, j'y vais ? Vas-y. Alors... en fait, le problème de l'insonorisation, c'est que si vraiment on veut des espaces de tournage insonorisés qui soient collés, il faut vraiment des box faits exprès. Il faut limite des trucs de studio musique, tu vois, pour que vraiment l'acoustique, il n'y ait pas un bruit qui sorte. Nous, on a fait le test quand on est venu regarder pour l'espace, donc le studio là aujourd'hui, quand on a voulu le louer. Et on a fait les tests du coup quand on parlait chacun dans une pièce pour voir si on entendait ou pas. Et on entendait légèrement. Et donc on s'est dit, on préfère en fait mettre à la location uniquement une personne à la fois par heure, quitte nous à avoir moins de marge et moins de turnover. On était OK avec ça, mais au moins on s'assurait que la personne qui vient tourner le jour J, elle soit 100% tranquille, il n'y ait personne qui puisse la déranger. Qu'il n'y ait pas un bruit. Qu'il n'y ait pas un bruit, que ce soit bien insonorisé, etc. Donc pour l'instant, c'est comme ça. Si on achète plus tard, on verra peut-être les choses autrement. C'est ça. En fait, à terme, on se dit que si jamais ça marche bien et qu'on veut agrandir le truc, on prendra plus grand, on achètera. Et il y a aussi une question des travaux que tu peux faire. Parce qu'en location, tu ne peux pas non plus faire les travaux que tu veux. Alors qu'à l'achat, tu pourrais créer des vrais box insonorisés comme en musique et mettre de la bonne acoustique et coller toutes les pièces les unes aux autres sans problème. Mais c'est vrai que sinon, coller toutes les pièces les unes aux autres, ça peut être compliqué si tu n'as pas des murs faits exprès, on va dire. Comment avez-vous pensé la déco ? Là, tu veux peut-être que je réponde. Ouais, c'est pas moi, là. Alors, la déco, non, mais ça a été un casse-tête parce qu'en fait, moi, j'adore la déco. Pour ceux qui savent un peu mon parcours aussi, j'étais en agence de communication pour des décorateurs d'intérieur et des archis d'intérieur, etc. Donc, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Mais jusqu'à présent, j'avais eu à décorer que des appartements, que les investissements immobiliers qu'on a eus, etc. Ce qui est simple parce qu'en fait, le but... c'est pas du tout en fait, la même façon de réfléchir. Ouais. Là, le but avec My Studio, avec le studio, c'est que ça rentre bien en caméra. C'est pas que ça rentre bien. Là, si tu rentres dans la pièce, ça rentre pas grand-chose. Enfin, ça ressemble pas à grand-chose. J'exagère. T'as les lumières, les câbles. Mais t'as tout. Oui, voilà. C'est pas du tout la même façon en fait de penser les espaces. Donc là, le but, ça a été vraiment de voir au niveau de la hauteur, au niveau de l'aménagement, des volumes, etc. Par rapport à la caméra, comment est-ce que ça rentre sur l'espace perso, sur l'espace duo, enfin sur les espaces perso et sur l'espace duo qu'on a fait. Et pour que ça rentre bien aussi, format vertical et au format horizontal, vraiment les deux. Le challenge aussi, ça a été... Alors, on voulait, encore une fois, moi, je voulais vraiment avoir un espace qui fasse assez féminin, assez pur, assez doux,
Donc c'est ce qui a été fait dans le décor Bali. Toi, ça a été plus l'ambiance sombre, elle est vraiment dans le décor Tokyo, donc vraiment qui est un ADN beaucoup plus masculin. Pour ces deux studios-là, je dirais que la déco a pas été compliquée parce que voilà. Parce que c'est du solo. Ouais, parce que c'est du solo. Moi, juste que je voulais, effectivement, sur l'espace Bali aussi, et ça, j'en ferai des reels sur Instagram. Donc, n'hésitez pas non plus à follow @mystudio.montpellier parce qu'on va partager vraiment plein de choses dessus. Mais ouais, ce que je voulais avec le décor Bali aussi, c'est qu'on puisse en faire l'aménager en plusieurs possibilités. C'est-à-dire que là, il y a un décor en fait où j'ai mis des étagères avec des livres, de la déco, etc. sympa. Et il y a aussi un rideau qu'on peut tirer qui vient recouvrir en fait les étagères, enfin devant les étagères, qui permet d'avoir une ambiance beaucoup plus épurée, aussi unie. Et avec des LED qui font des ambiances un peu différentes selon ton branding, selon ta charte graphique, etc. Donc voilà, mais relativement pour ces deux espaces-là, ça n'a pas été trop un casse-tête. Le plus gros casse-tête, ça a été pour le studio dans lequel on enregistre cet épisode de podcast, donc le studio New York. Pourquoi ? Parce qu'il fallait en fait un décor un peu universel, qui plaise plus ou moins à tout le monde. Des couleurs qui ne soient pas non plus trop féminines ou trop masculines. Donc, on a essayé d'avoir quelque chose... un truc tranché en deux, c'est... Voilà, donc on a essayé d'avoir quelque chose de plutôt universel. Je sais qu'il plaît beaucoup aussi, ce décor, donc je pense que le pari a été réussi. Mais ouais, ça a été aussi pas mal de discussions, la déco, ça c'est sûr. Ouais, parce que... Et on me dit quel est ton décor préféré. Moi c'est Bali, du coup c'est un peu évident. Moi c'est Tokyo. Voilà, j'en étais sûre. En fait, ce qui était bien pour le... en fait, vu que le décor Bali, c'est... J'y arrivé. C'est plutôt un décor féminin. Tu t'en es occupé, et le décor Tokyo plutôt masculin, on s'en est occupé. Et en fait, au final, on a vraiment fait les décors que nous, on aimait, quoi. Ouais. Le truc en mode, côté mec, c'est sobre, il y a une plante, une lumière, un fond sombre. Mais qui est aussi modulable avec les fonds. Oui, comme Bali. Aussi, il y a un rideau aussi pour changer la texture et la couleur du fond. Mais moi, des vidéos que j'aime bien regarder sur Internet, etc., et consommer et créer, c'est simple, tu vois, c'est sobre, taille, il n'y a pas d'étagère et tout. Et c'est vrai que c'était très simple parce que là, en fait, on n'avait pas besoin d'amener nos arguments pour essayer de convaincre l'autre en disant mais c'est mieux comme ça. C'est chacun son décor. Voilà. Alors que le duo était plus complexe parce qu'il fallait qu'on essaie de trouver un entre-deux au milieu de tout ça, quoi. Exactement. Dernière partie, c'est partie par partie, c'est la stratégie. Quelle stratégie commerciale ou / canaux de communication avez-vous prévu ? Alors, on est conscient qu'on a des grosses communautés, mais on est aussi conscient que 95% de nos audiences ne sont pas sur Montpellier. Oui. Donc, bien sûr que la partie stratégie de communication digitale est super importante, parce que c'est dans notre ADN et c'est aussi comme ça qu'on veut communiquer, etc. Et ça a déjà marché parce qu'on a déjà nos premières réservations uniquement grâce à ça. Donc, ça va être une grosse partie quand même, le compte Instagram. Peut-être qu'on va faire du LinkedIn, pas maintenant, mais quand on délèguera. Peut-être qu'on va faire de la pub. Enfin, voilà, ça, c'est bien sûr des choses auxquelles on pense. Mais il y a aussi un gros axe, c'est la partie commerciale qui, du coup, va être gérée par mon frère. Parce que forcément, on a un business local. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller voir les business locaux qui ont des besoins en local. Donc, ça, voilà, il va s'en occuper dès la semaine prochaine. Mais c'est vraiment aller voir les coworking, enfin vraiment les espaces stratégiques, les incubateurs d'entreprises. En fait, on a vraiment plusieurs cibles. On a les indépendants, mais on a aussi les TPE et les PME qui peuvent avoir besoin de contenu aussi. Les plus grosses entreprises. Il faut savoir que Montpellier, c'est une ville très dynamique en termes d'entreprise, de création d'entreprise. Donc ça va être important aussi. Donc, on a vraiment ces deux axes-là en termes de développement pour trouver notre clientèle, quoi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si on fait bien notre taf et que les gens sont satisfaits du studio, en général, c'est des besoins qui sont récurrents. Tu vas peut-être avoir besoin pour ton mois de contenu de louer 2-3 heures, mais du coup, ça va être un besoin qui va revenir tous les mois. Donc, le but, c'est de se développer comme ça. Est-ce que tu as des choses à rajouter ? Non, t'as tout dit. Je pense pas. Après, on va sur Insta, on va faire du contenu. Enfin, on va essayer vraiment de varier aussi les formats. Enfin, stratégie de com classique, quoi. Mais sinon, t'as tout dit. Donc, classique, je préfère plein de choses quand même. Mais... Oui, enfin, pas classique, mais en mode on va essayer de développer le compte Insta. Faudra faire des
des ITV comme ça. Oui, puis voilà, il y a du t-shirts contenu et tout. forcément. Là, en fait, typiquement, le contenu qu'on est en train de tourner, tu peux en faire des shorts et après, du coup, les balancer sur Insta, quoi. Ensuite, quelle est la renta annuelle attendue avec ce studio ? Attendu ? Ouais, Attendu le plus possible. le maximum. Non, mais... Faut savoir qu'on n'a pas fait de business plan à 5 ans. Faut que je ressorte. Enfin, on n'est pas non plus... tu vois ce que je veux dire, genre... Faut que je ressorte ma calculatrice. Non, mais on a par contre... On a tous les chiffres. Oui, en fait, le seuil de rentabilité, on l'a calculé parce que c'est la base quand même. On a le seuil de renta et on a aussi plus ou moins le plafond, entre guillemets, maximum, quoi. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'un business comme ça, c'est pas scalable à l'infini parce que, de par le nombre d'heures on peut pas dépasser 24 heures par jour de location. Déjà 24 heures par jour, on peut pas. Déjà 7 heures par jour, ce sera pas mal. Voilà, donc on sait qu'on a un plafond, mais après, si ce plafond, un jour on y arrive, déjà il faut y arriver, mais après on peut ouvrir d'autres espaces. Quoi. C'est ça. Et du coup, moi j'avais calculé, si jamais, pour répondre à la question, on voulait aller chercher le plafond en termes d'horaire sur la formule basique. Donc la formule la moins chère. La formule la moins chère et sans tous les upsells qu'il y a, enfin sans les upsells... de montage, etc. Donc vraiment un minimum... Ouais, on peut aller chercher 19 600 euros. 19 600 euros net. C'est-à-dire, avec les décors actuels. C'est ça, avec les décors actuels. Donc c'est pas de CA, quand je dis net, c'est coût d'opérateur retiré. C'est-à-dire qu'on a payé les gens sur place. Et loyer aussi. Et loyer retiré. Donc de bénéfices en fait. C'est ça. Et donc après, derrière, si tu essayes de monter en formule premium et avec les upsells, on peut monter peut-être à 25-30 000 euros par mois avec le studio en l'état actuel. Donc tu peux déjà aller quand même chercher des chiffres hyper intéressants juste avec un studio, quoi. Ouais. Mais c'est vraiment, si tous les créneaux sont débloqués du lundi au samedi sur la base de 7 heures par jour, quoi. C'est ça. Donc, on a quand même de la marge avant d'en arriver là. C'est ça. Mais ça vous donne un peu le potentiel y a quand même un gros commercial. Potentiel de cash flow sur un business comme ça, quoi. Et pour le seuil de renta, du coup alors, le seuil de renta, ça dépend des formules. Donc, on les a calculées aussi. Sur la formule basique, le seuil de renta, il est à 1521. Donc ça veut dire 1521 de chiffre d'affaires pour qu'on soit en flat. C'est-à-dire qu'on ait autant de charges que de rentrées. Ouais. Donc en gros, plus ou moins à quelque chose près, c'est entre 8 heures et 10-11 heures par mois. On est break-even sur le studio, quoi. Ouais. Et dans les charges, ça comprend du coup le coût de l'opérateur, le loyer qu'on paye aussi parce que on est locataire, et tout ce qui est électricité, Internet, tout ça. Voilà. Donc en gros, ça rejoint un peu ce qu'on disait au tout début, c'est qu'on a quand même si on n'a pas fait des business plans de l'espace, mais on a quand même avant de démarrer, calculé nos amortissements, le loyer, combien est-ce qu'on allait louer, c'est quoi la rentabilité, pour savoir est-ce qu'en gros, on avait besoin de louer 10 heures par jour pour être rentable ou plutôt 1 heure par jour, tu vois. Donc comme ça permet aussi de se rassurer un peu en termes d'invest. Autre question, quelle est votre ambition pour le futur avec My Studio ? Oh là là. D'en ouvrir plein dans toute la France et même à l'international. Vas-y, commence. Non, en vrai, encore une fois, on n'a pas pensé le projet non plus, on n'a pas fait un business plan sur 5 ans, sur 10 ans. Nous, on lance nos projets aussi parce que de un, ils nous font kiffer. Alors bien sûr qu'il y a un objectif business, un objectif de rentabilité comme dans toute entreprise. Mais déjà, le but, c'est de voir là, à Montpellier, comment ça se passe. Est-ce qu'on prend du plaisir ? Est-ce que, il y a aussi des résas, même si pour l'instant, ça va bien commencer. Mais comment ça prend ici ? Et on verra après. On n'est pas fermé, en fait, à en ouvrir d'autres, etc. Mais bon, pour l'instant, on va déjà se concentrer sur Montpellier, tu vois. Oui, c'est ça. Si demain, tu veux scaler le studio et que tu veux ouvrir à Nantes, à Marseille, à Paris ou je ne sais où, en fait, ça ne te demande pas du tout le même investissement physique et de temps que si tu voulais juste scaler un truc en ligne. Ouais. Donc, après, forcément, si on en ouvre d'autres, c'est parce qu'on aura fait pas mal de bénéfices, que ça marche bien, et forcément on aura aussi peut-être plus de budget, tu vois, pour en lancer d'autres. Peut-être qu'on sera moins investi, tu vois, genre physiquement parlant, dès le début, mais en tout cas on va voir à Montpellier comment ça se passe et on verra par la suite. Moi je le vois vraiment pareil, en mode step by step. Déjà on ouvre ça, on le fait tourner aussi bien que possible, et on verra en fonction de comment ça tourne, si on sent que ça peut être intéressant d'en ouvrir d'autres, aussi avec
Parce que là, on a ces espaces-là, mais après, il y a beaucoup de possibilités. On peut rajouter un espace trio, un espace quatuor où tu es 4 personnes. Et du coup, ça t'ouvre aussi d'autres clients. Donc, en fait, il y a des possibilités, il y en a plein. Maintenant, on fait les choses tranquillement, step by step. Mais sûrement. C'est ça. La dernière question, du coup, qui est un peu hors catégorie, mais je trouve que c'est pas mal pour clôturer cet épisode qui va durer 1000 ans. Je sais pas combien on est d'enregistrement là, mais ça commence à faire, je pense. Donc bravo si vous m'écoutez encore, là, si vous m'entendez. C'est comment est-ce que vous gérez ça émotionnellement parlant? Oh, moi, ça va être rapide. Lui, très bien. Moi, très bien. Très bien. Je pense que de par nature, je suis quelqu'un de pas stressé. Pas du tout stressé. Ouais, je suis rarement stressé par les choses. J'ai rarement de pression avec les projets. Même mon livre qui m'a demandé beaucoup de temps de travail, j'étais pas méga stressé à la sortie et tout. Je pense que le deuxième sujet, c'est que j'ai une activité qui tourne bien et que j'ai assez bien réussi à déléguer. Je pense que c'est aussi un sujet, tu vois, en mode comment vous faites pour... forcément, si déjà tu as du mal à gérer ton business, que tu délègues pas trop et tout, te rajouter un autre business, une autre activité, ça rajoute du stress et tout. Moi, aujourd'hui, vu que j'ai beaucoup délégué dans mon business, ça fait que je suis assez libre et j'ai pas non plus trop de stress par rapport à tout ça, quoi. Donc moi, ça, je le gère bien. Maintenant, je te laisse répondre. Moi, c'est pas le cas. Je suis pas aussi structurée justement dans mon business de formation, donc forcément, ça génère un peu de stress. Maintenant, je suis pas non plus la meuf. Je suis plus stressée que toi, ça c'est sûr, parce que en même temps, être moins stressée que toi, c'est limite impossible. Maintenant, c'est sûr que... Alors, il y a deux choses. C'est que, quand même, ce qui prend le pas sur le stress, c'est que je suis grave hype par le projet et ça fait trop du bien de redémarrer un truc de zéro. Vraiment, d'avoir d'être, tu vois, novice dans tout, en fait, dans tout ce qu'on fait. Et vraiment, ça me stimule tellement ce projet que, genre, en fait, c'est... genre, là, même d'avoir annoncé le projet et l'ouverture... Mais genre, j'avais l'impression, c'était un soulagement parce que j'avais trop envie d'en parler. C'est vraiment ce côté excitation qui prend le dessus de ouf. Maintenant, c'est vrai que ça génère quand même aussi du stress. Alors là, c'est redescendu parce que justement, on a annoncé le truc, donc j'ai l'impression d'avoir accouché. Et maintenant, tu vois, genre, c'est bon, je suis moins stressée. Mais maintenant, c'est plus en termes d'organisation du temps, effectivement, parce que je sais qu'en tout cas, avant de déléguer la partie Instagram, j'ai envie de faire plein de choses sur le compte Insta, mais en même temps, j'ai aussi mon business, je suis aussi dans le business de Tony, donc j'ai mes propres contenus, mon propre business à gérer à côté, donc c'est vrai que vu que moi, j'ai pas encore trop d'équipe, j'ai pas encore énormément délégué, c'est sûr que je le vis pas pareil que toi, mais en même temps, j'ai envie de faire plein de choses, et du coup, ça va bien se passer. De toute façon, c'est étape par étape. Du stress positif. Ouais, c'est clair. Donc voilà, je pense que c'est la fin de cet épisode. Quelque chose à rajouter? Exactement. Non, on a fait le tour de tous les sujets. S'ils ont envie de checker tout ça, il y aura tous les liens en description. Ouais, on mettra le site internet, le compte Insta. Le site, le compte Insta. Je mettrai moi ton podcast aussi s'ils veulent aller écouter d'autres épisodes. Je mettrai le tien aussi. Échange de bons procédés. C'est gentil, ça va. C'est sympa. Nous, on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Nouveau CEO. T'as pas de jour de sortie? Non, j'ai pas de jour de sortie. Moi, on se retrouve mercredi pour un nouvel épisode d'En Pause Laté. Voilà, c'était Tony et Jess. C'était Tony et... Attends, on le refait, c'était Tony et Jess. Cut. Oh putain. Non, mais vas-y, on fait le... C'est ta signature. Du coup, on le fait. Je refais tout alors. Mais non, on refait pas tout, juste allez, ça. Bon, t'es prête? Allez. C'était Tony... Quoi? Attends, on fait 1, 2, 3 et on le fait. Ok. Attends. 1, 2, 3. C'était Tony et Jess. Ciao.